Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour l'heure libre, votre nouveau rendez-vous radio et digital en partenariat entre Front Populaire et Sud Radio, tous les samedis entre 10h et 11h. Et merci de votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait bien plaisir, croyez-le. Nous voici donc partis pour une heure d'actualité vue par la lorgnette des souverainistes. Je suis en compagnie aujourd'hui de Michel Onfray, fondateur de La Revue, et de Bertrand Guyot, journaliste à la rédaction de Front Populaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble des suites du projet de réforme des retraites, faire le bilan de la journée de grève générale et essayer d'analyser ensemble la communication gouvernementale et sa réponse. Et Michel Onfray nous dira ce qu'il pense aussi de l'initiative de Nicolas Dupont-Aignan qui souhaite recourir au référendum pour statuer sur la réforme, demander l'avis aux Français. Nous y reviendrons longuement, c'est le sujet de la semaine. Nous parlerons aussi du coup de force au Haut-Karabakh entrepris par l'Azerbaïdjan. Ils ont bloqué la seule route qui mène là-bas et affament les Arméniens littéralement et les privent de ravitaillement, d'énergie, de tout ce qui permet de vivre ou survivre. C'est une catastrophe humanitaire qui se joue là-bas, dont les médias parlent peu. Et nous aurons la chance d'être en duplex avec Taline Korsian qui vient de rentrer du Haut-Karabakh et qui va pouvoir tout nous raconter. J'espère que vous avez le cœur bien accroché car c'est absolument indigne ce qui s'y passe. C'est le sujet dont on ne parle pas assez. Mais commençons tout de suite, si vous le voulez bien, par la sortie de l'animateur de C8, Cyril Hanouna, sur le coût de l'audiovisuel public, c'est-à-dire la télévision et la radio cette semaine, et ses déclarations ont mis le feu aux poudres. Je le cite. Vous savez combien coûte la télé et la radio publique? Eh bien, ça coûte 4 milliards. 4 milliards, c'est une honte. Voilà le sujet lancé, c'est le sujet qui vous questionne, qui nous questionne. Avant de rejoindre Michel, je voudrais demander à Bertrand Guyot de nous préciser les choses. Avec un budget de 4 milliards d'euros, on peut se demander effectivement, selon la formule célèbre de Jacqueline Moureau, mais où va le pognon? Alors comment est utilisé cet argent? Alors c'est détaillé dans le projet de loi de finances 2023. Donc France Télévisions en récupère l'essentiel, à savoir 2,4 milliards d'euros. Puis ensuite vient Radio France avec 623 millions d'euros, Arte 303 millions d'euros. Et enfin le regroupement RFI France 4 plus quelques petites entités qui coûtent environ 285 millions d'euros. Alors c'est beaucoup d'argent évidemment, spontanément, c'est beaucoup de chaînes, beaucoup de radios. Est-ce que c'est trop en comparaison avec les autres pays européens par exemple? Alors c'est sûr que quand on parle de milliards, forcément on a l'impression que ça fait beaucoup. Mais la France n'est pas le pays qui dépense le plus dans son audiovisuel public. En 2020, l'Allemagne y consacrait 8,1 milliards de fonds publics. Le Royaume-Uni, lui, 4,5 milliards. Alors, bien évidemment, d'autres pays en investissent beaucoup moins. L'Italie, ce n'est que 600 millions. L'Espagne, 915 millions. Ce qui est intéressant, c'est en matière de financement de services publics, c'est de regarder la part de PIB qui est consacrée par pays. Au niveau européen, la moyenne est de 0,16%. La France, c'est 0,17%. D'accord. Enfin, en tout cas, ça fait polémique cette semaine et j'aimerais avoir l'avis de Michel Onfray. Michel Onfray, vous comprenez le coup de gueule de Cyril Hanouna ? Oui, je le comprends. Simplement, il faut un peu préciser les choses. Moi, je ne suis pas gêné par le fait qu'il y ait autant d'argent. Je suis gêné par le fait qu'avec autant d'argent, on fasse autant de sottises. C'est plutôt ça le problème. Donc moi, je suis pour le service public. Je défends le service public. Et l'idée de dire, comme fait Hanouna, qu'il faudrait privatiser tout ça, je ne suis pas bien sûr que quand on privatise, on fait forcément mieux. Parce que quand on privatise, on met franchement son travail sous le signe de la publicité, c'est-à-dire sous le signe de l'argent. C'est franchement l'argent qui fait la loi. Et on sait très bien que, en ce qui concerne Cyril Hanouna, qui travaille avec les algorithmes et les datas, etc. Il l'a dit très précisément dans un livre qu'il a signé. On fait du buzz parce qu'il faut exister, et il faut exister parce que les annonceurs sont là. Ouais. Donc je ne suis pas bien sûr que le privé soit la solution. Le problème, c'est pas l'argent qui est donné au service public, c'est ce que le service public fait de cet argent. Ouais. Je vais pas ramener la chose à moi, mais enfin, je veux dire, moi, ça fait 5 ans que je suis interdit de service public. Pas de France Culture, pas de France Inter, pas de Radio France, pas d'Arte, pas de, etc., etc. Parce que, comme un certain nombre d'autres individus, je suis blacklisté, je suis interdit. Donc on se dit, si le service public est public, eh bien, on représente tout le monde, on parle de tout le monde, on invite tout le monde, on fait des sujets divers et multiples, contradictoires, alors que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est de l'argent d'État pour une télévision d'État qui fait de la propagande d'État. D'ailleurs, c'est à peine l'État qui fait la propagande de Maastricht, de l'idéologie maastrichtienne que l'État français reprend à son compte depuis 1992. Donc la honte, c'est pas qu'il y ait de l'argent, c'est pas qu'il y ait du service public, c'est que l'argent de ce service public
servent à la propagande contre le peuple. Parce qu'on sait très bien que le peuple, soit il ne va pas voter, soit il vote contre Maastricht. Mais en fait, tous les jours, quand il s'agit du peuple, on nous dit qu'il est fasciste, qu'il est nazi, qu'il est d'extrême droite, qu'il est antisémite, qu'il est homophobe. Et c'est un discours perpétuel, récurrent. C'est ça l'obscénité. Oui, alors est-ce qu'on peut aussi se poser une question sur la qualité des programmes culturels, aussi sur France Télévisions ou Radio France? Parce que j'ai souvenir que vous parliez dans votre enfance des beaux spectacles de théâtre en direct, et vous aviez découvert Échille notamment en direct, en prime time. On en est loin aujourd'hui, non, Michel? Oui, mes parents n'avaient pas d'argent et les voisins avaient changé leur télévision, ils nous avaient offert leur vieille télévision. Et le premier jour que cette télévision est entrée, cette télévision est entrée dans la maison chez mes parents, mon père a allumé le téléviseur et c'était les Perses d'Échille. Ah oui. À 20h30. Hein, donc, alors s'il y a les Perses d'Échille aujourd'hui sur le service public, d'abord probablement ils sont à poil sur scène, ils se masturbent, ils font caca, ils se roulent dedans, ils poussent des cris, les hommes sont des femmes et puis les femmes sont des hommes. Et c'est à 3h du matin et comme ça le cahier des charges est honoré. Mais sinon il n'y a plus. Le sens du service public n'existe plus. Ouais. Je renvoie au texte que Malraux, ce sont des textes parce que la plupart du temps c'était des interventions orales, mais les interventions de Malraux sur la question de ce qu'on appelait à l'époque l'audiovisuel. Il investissait beaucoup intellectuellement dans l'audiovisuel en nous disant que c'était l'occasion de fabriquer ce que Proudhon appelait la démopédie, c'est-à-dire l'éducation du peuple, et qu'on peut appeler l'éducation populaire au sens large du terme. C'est-à-dire que la télévision aurait pu servir à ça. Le service public devrait servir à ça. Et non pas au copinage. On voit bien, il y a Culture Box, par exemple, qui est une chaîne qui s'occupe exclusivement une chaîne d'État qui s'occupe exclusivement de la culture. C'est que du politiquement correct. Je regarde de temps en temps pour me marrer, tellement c'est ridicule, et on voit bien comment les castings sont faits, et on se dit, bon ben voilà, c'est quoi? C'est minoritaire dans la population française, cette pensée-là, mais elle est majoritaire, ultra majoritaire, sinon totalitaire, sur ce genre de chaîne. Ça reste un instrument formidable, la télévision, ça reste le service public quelque chose de formidable, simplement on a à la tête de ces services publics et on a à la tête du pouvoir des gens qui s'en servent pour abrutir le monde, pour évincer la culture française, pour faire de telle sorte qu'on ait une espèce de fausse culture ou de pseudo-culture, des chanteurs dont on a l'impression qu'ils vont mourir sur scène parce qu'ils ont de tension, des rappeurs qui insultent la police, etc., etc. Enfin, on voit bien des gens qui veulent absolument réécrire les opéras parce qu'il n'est pas normal que les gens qui meurent et les gens qui vivent survivent. C'est là qu'est l'obscénité, et je pense qu'il nous faudrait, à gauche, moi je persiste à croire qu'à gauche on devrait défendre la culture, alors que la droite justement c'est le privé et c'est les bénéfices. On devrait défendre le patrimoine comme jadis c'était le cas par exemple dans les télés des années 70 où vous aviez souvent des communistes d'ailleurs, des gens comme Bluval, des gens comme Barma qui faisaient des oui, on se souvient des Rois Maudits, de Claude Barma, absolument. Bien sûr. Donc plus d'éducation populaire, plus d'éducation, je dirais, de culture à la télévision publique, on en serait alors d'autant moins fâché de payer autant. Alors vous restez avec nous, nous parlerons dans un très court instant du sujet de la semaine. À tout de suite sur Sud Radio pour parler de la grève générale contre la réforme des retraites. On va parler du bilan de cette journée et décrypter la communication gouvernementale. En tout cas, cette réforme a du plomb dans l'aile déjà. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour sur l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins en partenariat avec Front Populaire, la revue. Je suis avec Bertrand Guyot et Michel Onfray, cofondateur de Front Populaire. Je vous l'annonçais tout à l'heure, nous allons parler de la grève générale qui a eu lieu jeudi contre la réforme des retraites. C'est le sujet de la semaine. Il y a eu 2 millions de Français dans la rue jeudi, selon les syndicats, évidemment beaucoup moins selon le ministère de l'Intérieur, 1 120 000, on connaît ces petits numéros. Bertrand Guyot, quel est le bilan de cette journée? En tout cas, ça semble être une mobilisation réussie. En tout cas, le gouvernement, lui, tablait sur beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il tablait sur entre 600 000 et 800 000 participants. Donc vous l'avez rappelé, la CGT évoque 2 millions, les forces de l'ordre et le ministère de l'Intérieur évoquent 1,12 million, dont 80 000 à Paris. En nombre de manifestants, ça nous rappelle les manifestations sociales qui ont eu lieu contre le CPE en 2006, qui ne nous rajeunit pas, ou contre la retraite portée par Éric Woerth en 2010, qui fixait l'âge de minimum de départ légal à la retraite à 62 ans. Alors cette réforme avait été finalement malgré tout adoptée, donc les opposants à la réforme actuelle
peuvent légitimement se réjouir du succès de la manifestation de jeudi, mais ils n'ont pas encore gagné la partie. Alors, Michel Onfray, le pire pour le gouvernement, c'est que le camp des opposants se renforce. 72% des Français se disent contre ce projet de réforme. Et vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut évidemment s'opposer à ce projet de réforme. Vous aimez bien cette gauche quand elle est sociale, c'est-à-dire qu'elle protège les petites gens. Oui, c'est-à-dire que je pense que le Parti socialiste serait au pouvoir, il serait à l'origine de cette réforme. On l'a bien vu. Je veux dire que la gauche de gauche, c'est-à-dire celle qui l'a été de 1980 à 1983, avait justement réduit le temps de travail et je pense que c'est un marqueur de gauche. Il y a ceux qui pensent effectivement qu'il faut travailler toujours plus longtemps, toujours plus durement et qui définissent la droite et puis ce qui définit la droite et ce qui définit la gauche, c'est-à-dire d'imaginer que un individu, ça ne se réduit pas à son travail, ne se réduit pas à son travail. Donc je pense effectivement que jadis, il y a eu la retraite à 60 ans avec Mitterrand, et puis que Mitterrand a rendu possible ensuite, avec le dispositif de Maastricht en 92, toute la destruction, tout le détricotage de ce qui fut social à gauche. Et on voit bien aujourd'hui d'ailleurs qu'on devrait d'ailleurs donner les noms des... Enfin, quand les ministres parlent à la télévision, donner leur curriculum en dessous en disant socialiste pendant tant d'années. Enfin, on verrait combien de macroniens sont des gens qui sont... Elisabeth Borne était socialiste, par exemple, évidemment. Voilà, bien sûr. Macron était ministre de François Hollande. Enfin bon, il y a quand même pas mal d'individus qui sont socialistes, et les socialistes pensent exactement la même chose. Simplement, évidemment, ils sont dans l'opposition, donc ils sont dans la surenchère. Mais je pense que effectivement, on doit pouvoir aujourd'hui réorganiser les choses pour faire de telle sorte qu'il y ait une retraite à 60 ans pour tout le monde, et que même pour certains, ce soit très en dessous. Oui. Alors Michel, je voudrais justement, parce qu'on se rend pas bien compte dans les hautes sphères de ce que ça veut dire de travailler entre 60 et 65 ans, je vais vous proposer d'écouter Philippe Grégoire, qui a 56 ans. C'est un de nos agriculteurs éleveurs. Il est au sud d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Et voilà ce que ça veut dire pour lui très concrètement, 2 ans de plus à la tâche. Vous allez voir que pourquoi la réforme est injuste pour lui. Cette réforme est injuste. Je vais vous raconter mon quotidien et vous allez comprendre pourquoi. Les amplitudes horaires chez un éleveur laitier notamment, mais pas que, pour tous les éleveurs, c'est 5h30, 6h le matin jusqu'à 22h le soir. Plus la surveillance, les permanences de nuit, parce que les animaux, il faut les surveiller. Voilà. On est en permanence 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, il faut veiller au réseau d'eau, au réseau électrique, et on a une particularité, on travaille avec du vivant. Et quand vous travaillez avec du vivant, vous êtes obligé d'être présent 7 jours sur 7. Et déjà, à partir de 50-55 ans, on est pris par les douleurs. Alors, beaucoup de problèmes de dos dans notre profession, beaucoup de tendinite, et puis alors les épaules, parce qu'on a des gestes répétitifs, et donc envisager d'aller vers 63, 64, 65 ans, 66 ans, c'est complètement de la folie. Le modèle économique doit être mis au service de l'humain. On doit tenir compte de l'humain et des conditions de travail des hommes et des femmes sur cette terre. Et dans des métiers comme l'agriculture, 7 jours sur 7, et j'insiste bien, avec des animaux, avec du vivant, c'est absolument impossible de reculer l'âge de départ à la retraite. Les gens vont finir dans des conditions déplorables, avec une espérance de vie entre 5 et je dirais 10 ans. Entre 5 et 10 ans d'espérance de vie en moins. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on a passé 55, 60 ans, en plus c'est dangereux, on a un côté très dangereux avec les animaux, on est moins rapide, on est moins agile, et ça c'est absolument impensable, et c'est vraiment inhumain, je dis bien inhumain, de repousser l'âge légal de la retraite pour des éleveurs, qui nourrissent la population, qui nourrissent le peuple, et qui entretiennent le territoire, dans des conditions économiques plus que déplorables. Alors leur demander de travailler plus, stop. Michel, votre papa était aussi ouvrier agricole, et vous l'auriez imaginé sérieusement dans les champs encore à 64-65 ans ?
je sais que lui, il a eu, je dirais, la chance d'avoir un accident cardiaque qui l'a contraint à arrêter de travailler à 60 ans et à partir à la retraite à 60 ans. Mais je pense que mon père serait allé très loin, bien qu'ouvrier agricole. C'est-à-dire pas du tout propriétaire de ses terres, pas du tout paysan, mais au service d'un propriétaire. Mon père n'avait pas envie d'arrêter le travail à 60 ans parce qu'il estimait que voilà, on était un travailleur et que quand on était paysan, ce que disait notre ami tout à l'heure au téléphone, c'est-à-dire que on est au rythme de la nature, c'est la nature qui pilote. Mon père ne prenait jamais de vacances et il lui est arrivé parfois de prendre des vacances pour pouvoir travailler dans une autre ferme. Ah oui. Donc il avait pris 8 jours, je me souviens, et on faisait les betteraves, ma mère, mon frère et moi, et ses vacances, il est passé à travailler dans une ferme à côté pour gagner un peu d'argent. Donc le rapport au travail a complètement changé, et c'est tant mieux. C'est-à-dire que mon père n'a jamais été arrêté, n'a jamais les grippes, les angines, il n'a rien connu de tout ça, alors qu'aujourd'hui les arrêts de travail sont considérables, que les gens sabotent un peu le travail en se disant mais après tout on n'est pas là pour être productif. Donc je crois qu'il faudrait repenser véritablement le travail. On a changé d'époque, on a changé de logiciel, il y a de l'automatisation, il y a des machines. Mon père a labouré derrière des chevaux, il a terminé son existence laborieuse avec des tracteurs. Il y a aujourd'hui des tracteurs climatisés dans lesquels on peut écouter la modulation de fréquence. On travaille avec des ordinateurs quand on fait la moisson. Le blé qui passe dans la trémie est tout de suite analysé et on sait ce qu'il en est de l'hygrométrie et ça fonctionne avec les satellites, etc. Enfin, la paysannerie a changé, enfin, une partie de la paysannerie a changé. Notre ami éleveur n'a pas grand-chose à voir avec les céréaliers qui, eux, ils vivent bien leur vie et ne vivent pas avec du vivant. Enfin, c'est un vivant végétal, c'est pas exactement la même chose. Donc, il faut vraiment repenser la totalité du travail avec les syndicats, avec les partis politiques, ce qu'ils ne font pas. Tout à fait, mais on peut justement considérer qu'un âge déjà de 62 ans pour partir à la retraite quand on est agriculteur, c'est déjà bien. Et ensuite, si on est en vie et volontaire et qu'on a la santé, on peut continuer à prolonger. Et d'ailleurs, sur cette base-là, personne n'y trouvera à redire parce que celui qui travaille continuera à la fois, il touchera une retraite et il continuera à cotiser. Donc, mais on peut pas obliger des paysans qui sont fatigués comme ce monsieur à travailler éternellement. Ah mais absolument, moi je suis libertaire, c'est-à-dire que je suis pour qu'on puisse choisir. C'est-à-dire que le fait je suis pour l'avortement parce que c'est pas une obligation l'avortement. Je serai pour l'euthanasie parce que c'est pas une obligation l'euthanasie. Si on veut préférer les soins palliatifs, on préfère les soins palliatifs et puis voilà. Et donc je suis pour qu'on puisse partir tôt à la retraite quand on a des métiers pénibles. Mais je suis pour qu'on puisse rester longtemps si on en a envie aussi. Ouais. Moi j'avais un ami qui était chirurgien de l'encéphale à qui on a dit à un moment donné, il était neurochirurgien, c'est terminé, tu pars à la retraite. Et lui, il disait, mais moi, j'ai des compétences. Il avait même inventé des choses en matière de chirurgie. Et lui, il avait envie de travailler plus longtemps. Et on lui a dit, non, c'est plus possible. Et il a d'ailleurs fait un AVC l'année suivante et il est aujourd'hui comme un légume. Et donc, je crois qu'effectivement, on devrait pouvoir installer une espèce de flexibilité, y compris dans le temps. Ben oui, mais c'est dommage, ça, on n'en parle jamais, Michel. Jamais, bien sûr, jamais. Mais on devrait pouvoir dire, vous choisissez. Il y a des gens qui veulent travailler le dimanche ou que le dimanche, et puis ils sont payés 2 fois ou 3 fois le prix. Enfin, il y a des gens qui ne veulent travailler que le matin, d'autres que l'après-midi, d'autres que 2 ou 3 jours par semaine. Enfin, penser le travail, c'est ça. Et puis le payer. C'est-à-dire, il est normal que des gens puissent ne pas vouloir travailler aujourd'hui, des jeunes, en disant, mais moi, j'ai pas envie de faire bac plus 6, 7, 8 pour être payé 1500 € par mois. Et ça se comprend aussi. C'est-à-dire, penser le travail, c'est penser le salariat, la rémunération du travail. Et je suis pour, je défends évidemment ces grèves, mais je défendrai aussi l'idée qu'on puisse penser cette question-là et que les syndicats s'honorent à inviter des intellectuels, comme par exemple, jadis, la CFDT le faisait avec Michel Foucault, pour se dire comment penser le travail à nouveau frais aujourd'hui, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Alors, Bertrand Guyot, sur la question des agriculteurs, c'est curieux, mais ce n'est pas pensé comme un métier de pénibilité. Et eux aussi, si cette réforme voit le jour, vont travailler 2 ans de plus. Eh oui, à ce stade, oui. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, s'est d'ailleurs déclarée inquiète de l'absence de mesures pour gérer les fins de carrière difficiles. Alors elle s'interroge sur la mise en place de la pénibilité, elle n'est pas la seule, notamment dans le cadre des carrières longues et hachées, comme peuvent l'être celles de beaucoup d'agriculteurs. Ouais. Alors, merci en tout cas, Michel, de nous proposer de réfléchir autrement les problèmes avec plus de flexibilité. Je trouve que c'est une piste qui, malheureusement, n'est pas assez privilégiée. En tout cas, sur le front de la lutte contre ce projet de réforme, il y a une marche organisée aujourd'hui à Paris. Lundi, on annonce aussi
une journée d'action et de grève dont on ne connaît pas encore exactement les contours. Ça va dépendre certainement du succès de la journée d'aujourd'hui. Et le mardi 31 janvier, d'ores et déjà est annoncée une manifestation nationale à l'appel de tous les syndicats. Michel, j'imagine que ce que vous avez dit contre ce projet de réforme, le fait qu'Emmanuel Macron traite d'irresponsables les adversaires de ce projet, ça ne vous a pas fait changer d'avis, évidemment. On va être un tout petit peu bousculé par la coupure. Je vous propose de nous retrouver dans un instant pour prolonger notre discussion et nous interroger sur la communication gouvernementale face à cette grève générale qui va se poursuivre et nous verrons sous quelle forme. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Retour dans l'heure libre, le nouveau rendez-vous de Sud Radio en partenariat avec Front Populaire, les samedis matins de 10 à 11. Nous parlons toujours de la grève générale de jeudi dernier. Alors, Michel Onfray, Emmanuel Macron et une partie de son gouvernement ont choisi de ne pas être en France ce jour-là, mais en voyage officiel en Espagne avec un tiers de son gouvernement. Est-ce que c'est bien malin, une telle, j'allais dire arrogance, mais c'est peut-être un peu exagéré? Mais moi je pense qu'on peut évidemment utiliser le mot arrogance et qu'on peut même aller au-delà en estimant qu'il y a une organisation du mépris. Une franche organisation du mépris chez ce monsieur, dont ça n'est pas le galop d'essai. Je rappelle quand même que c'est une citation, moi j'évite ce genre de grossièreté, mais que ce monsieur nous a dit qu'il voulait emmerder les Français qui refusaient le vaccin. Donc un chef d'État qui a envie d'emmerder une partie de sa population, d'abord c'est quand même un drôle d'état d'esprit, et ensuite c'est quand même une grande obscénité d'imaginer qu'on puisse le dire haut et fort. Donc il continue, c'est la jurisprudence de l'emmerdement, il continue à emmerder les Français en disant « je vous emmerde, vous êtes en train de manifester, j'ai des chiffres, on me fait savoir que vous êtes contre cette réforme, 60-70% des Français sont contre, mais je vous emmerde, je ne suis pas à Paris, c'est un épiphénomène, ça ne me regarde pas, moi je gère les affaires du monde, je ne suis pas président de la République pour aider ou aimer les Français ou la France, je suis là pour des raisons d'égotisme particulier, j'ai une feuille de route, elle est à Bruxelles, je vais gérer les choses de l'Europe, on sait très bien que ce monsieur ne pourra pas se présenter aux élections, la prochaine fois aux élections présidentielles, et qu'il vise une espèce de présidence de l'Europe et qu'il y travaille. Il est en campagne présidentielle, mais pour la présidence de l'Europe, et n'a que faire de la France dont il se sert et qu'il ne sert pas. Alors je voudrais rajouter une petite phrase qu'il avait dit au moment de la prise de ses fonctions. Nous prendrons dorénavant la discipline à l'étranger de ne pas parler de politique française. Ça, c'était ce qu'il disait à Berlin le 15 mai 2017, au lendemain de sa prise de fonction. Donc il dit tout son contraire, hein. Oui, ça c'est le principe. J'invite ceux qui nous écoutent à regarder un film qui s'appelle Brexit, qui est formidable et qui montre que les élections aujourd'hui, elles se font avec les datas, avec les algorithmes. Et il s'agit d'aller chercher les gens là où ils sont, de perdre les gens dont on se dit que de toute façon ils sont déjà perdus. Et donc il est dans la segmentation de son propos, Macron. Un jour il parle à celui-ci, une autre journée il parlera à celui-là, une troisième journée il parlera à un autre encore. C'est-à-dire qu'il dit tout et n'importe quoi, mais il veut toucher tout le monde de façon à ce que tout le monde puisse se dire, séduit par lui, que finalement c'est pas si mal que ça, et pas mal de gens disent bon d'accord, Macron c'est pas formidable, mais qui en face, qui d'autre, qui sinon. Et donc il travaille comme ça, c'est-à-dire qu'il nous dit mais bon, quand on est à l'étranger, il ne faut pas parler de ce qui se passe en France, surtout quand je suis en Espagne et qu'il me faudrait m'exprimer sur les manifestations dans les rues. J'ai pas l'intention de m'exprimer. Mais ailleurs, il fait le contraire. C'est-à-dire, il lui arrive régulièrement de tenser, je ne me souviens plus dans quel endroit il avait parlé des Gaulois réfractaires, mais ça n'était pas en France, si je me souviens bien. Et donc, il y a plein de moments où, effectivement, il donne des leçons partout à tout le monde, notamment aux Français. Et quand il se trouve à l'étranger, ça ne le gêne pas beaucoup. Il ne se sent même pas tenu par ce qu'il annonce et énonce, Macron. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Alors, Bertrand Guyot, je voulais vous demander quelle était la réponse du reste du gouvernement face à la journée de mobilisation. Alors, avant même de parler du reste du gouvernement, j'ai envie de vous parler de la réponse d'Emmanuel Macron ce même jour en Espagne. Il a déclaré: dans une démocratie, il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. C'est une réforme qui a été démocratiquement présentée lors de l'élection présidentielle et des élections législatives. Alors, si ces propos hérissent, c'est peu de le dire, les opposants de la réforme, c'est qu'ils sont extrêmement contradictoires avec ce qu'il disait le soir du second tour des présidentielles, le 24 avril 2022. Alors, je vais là aussi vous le citer. Je sais aussi que pour nombre de nos compatriotes qui ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Il a même ajouté plus loin: j'ai conscience que ce vote m'oblige.
Et pour répondre maintenant à la deuxième partie de votre question, donc le gouvernement, les ministres, les députés de la majorité, voire même les porte-parole, les éléments de langage ont été assez bien partagés. Hein. Globalement, 2 mots ressortent, discuter et convaincre. Oui, bon, ça n'a pas très bien marché, hein, tout cela. En tout cas, on voit bien ce que disait Michel à l'instant, c'est-à-dire qu'on fait des réponses en fonction de la cible visée. On fait dans les datas, voilà, donc on va dire tout et son contraire en fonction du moment. En tout cas, ça coince, hein, parce que, évidemment, 2 millions de personnes dans la rue, avec un président qui a été élu non pas pour faire son projet de réforme des retraites, mais qui a été élu pour faire un barrage soi-disant républicain contre Marine Le Pen, ça ne convainc pas, Michel. Non, mais Macron est un contre-révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voudrait que 1789 n'ait pas eu lieu de façon à pouvoir être le roi. Et donc, il dit, mais les élections sont importantes, j'ai été réélu, donc j'ai tous les droits. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, j'ai été réélu. Même s'il a été réélu avec 50% des Français qui ont voté, sur ces 50%, plein de gens qui n'ont pas voté pour lui, mais il n'est pas gêné du tout par ça, et simplement, il nous dit, vous avez voté une fois pour moi, je suis au pouvoir, je n'ai plus rien à faire du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Congrès, du peuple, ça ne me regarde pas. Je fais ce que je veux puisque j'ai été élu. Vous m'avez élu, donc voilà, même si vous avez voté parfois contre Marine Le Pen plutôt que pour moi, et il dit en gros que sa légitimité n'est pas franchement si étendue que ça, il estime que quand il perd les élections, il n'a rien à entendre de ce qu'il a perdu. C'est-à-dire que le premier quinquennat, il a perdu toutes ses élections. Toutes. Les européennes, il nous avait dit qu'il n'était pas question que Marine Le Pen les gagne, ce serait une catastrophe. Marine Le Pen les a gagnés, il nous a dit perdre d'aussi peu, c'est gagner, donc nous avons bien gagné. Et on touche à rien et on continue avec l'Europe, etc. Donc là, il nous dit en gros, vous avez voté pour moi, donc moi j'ai décidé que ce sera ça, point à la ligne. Il ne comprend pas qu'il a perdu les élections de l'Assemblée nationale. Le général de Gaulle aurait démissionné, il aurait remis son mandat en jeu en disant, mais je suis au service du peuple, si le peuple ne me donne pas de majorité, c'est qu'effectivement il y a un malentendu sur ma première élection. Là, il a une Assemblée nationale qui n'est pas à sa main, il fait sans l'Assemblée nationale. Il nous dit 49-3, et puis je vais me débrouiller pour faire sans le peuple parce que je vous méprise absolument, je vous méprise souverainement. Vous m'avez élu une fois, et encore, parce qu'on a présenté Marine Le Pen comme une fasciste, alors que pendant 5 ans, on fait des émissions sur elle, on l'invite, elle existe, il n'y a pas un procès qui ait montré qu'elle était antisémite, qu'elle était raciste, qu'elle était xénophobe. À ce moment-là, on la met en prison. Si vraiment elle est fasciste, on la met en prison, et on met ses électeurs en prison. Et puis, un mois avant l'élection, alors là, on nous dit Oradour-sur-Glane, la Shoah, Adolf Hitler, souvenez-vous, on va à Pithiviers, on nous dit quand il va falloir voter, souvenez-vous de ne pas recommettre les erreurs qui ont déjà été commises, etc., etc. C'est-à-dire, on terrorise les Français qui disent, ah oui, peut-être, finalement, elle est peut-être dangereuse, cette Marine Le Pen, on va quand même voter pour Macron. Et après avoir terrorisé les Français, après avoir été élu avec la moitié de la France qui n'a pas voté, il estime qu'il est légitime, et quand il a perdu l'Assemblée nationale, il estime qu'il est toujours légitime et qu'il va falloir qu'on accepte ce qu'il aura décidé. Ça s'appelle une dictature, ça s'appelle une autocratie, ça s'appelle une tyrannie en temps normal. Dans l'esprit de la Ve République, parce que j'entends dire que la Ve République ne fonctionne plus, mais c'est pas la Ve République qui ne fonctionne plus, ce sont les gens qui devraient la faire fonctionner, qui ne la font pas fonctionner. C'est un instrument, donc l'instrument il est coupable de rien. Si on se sert mal de l'instrument, évidemment l'instrument est inutilisable parce qu'il est mal utilisé. Ouais. Je pense simplement qu'il faudrait, il le fera assez probablement, dissoudre l'Assemblée nationale, mais il aurait mieux fait de se dissoudre lui-même en disant j'ai perdu puisque finalement j'ai volé cette élection d'une certaine manière, eh bien je remets mon mandat en jeu, et on aurait vu à ce moment-là ce qui serait passé. Bien sûr. On voit bien que ce type-là n'est intéressé que par une aventure personnelle et qu'il se sert de la France et des Français pour ça. Oui, alors Michel, il y a une autre voix qui justement pourrait se faire entendre et qui commence à se faire entendre, c'est cette initiative de Nicolas Dupont-Aignan qui dit, eh bien, de façon gaulliste, il faut recourir au référendum pour statuer sur la réforme des retraites. Il veut un référendum d'initiative partagée pour que les Français tranchent la réforme des retraites. Alors, il faudrait 185 parlementaires pour démarrer le processus. Il n'y en a que 20, d'accord. Mais si ça pourrait progresser. En tout cas, vous la trouvez intéressante, cette idée, vous ?
Oui, je trouve cette idée intéressante et je trouve que Nicolas Dupont-Aignan dit des choses très intéressantes souvent et que sur ce sujet, l'idée est bonne mais que finalement la réalité ne sera pas à la hauteur parce que les gens défendent leur petite soupe. Les députés, ils défendent leur parti, ils défendent leur place, ils n'ont pas du tout l'intention de défendre des idées, encore moins de défendre la France. Il se fait que Nicolas Dupont-Aignan est dans l'opposition, donc il peut parler librement, grandement et de manière gaulliste. Mais on voit bien que tous les partis politiques jouent leur existence et leur avenir. Ils jouent les finances, ils jouent la possibilité de vivre comme des satrapes. Et donc, on ne trouvera pas ces députés. Et d'ailleurs, y aurait-il, imaginons, baguette magique, imaginons que ce référendum ait lieu, il y a une jurisprudence 2005-2008, les Français diraient non, nous ne voulons pas de cette réforme, et Macron dirait, eh bien, vous l'aurez tout de même. Oui, je rappelle que Sarkozy et Hollande, en 2008, avaient dit, c'est-à-dire les républicains d'aujourd'hui et les socialistes, avaient fait savoir à l'époque que le traité européen qui avait été refusé par le peuple de manière référendaire en 2005 avait été imposé par le Congrès, et les Français savent bien que de toute façon, quand il y a des référendums et qui ne correspondent pas au pouvoir, les référendums sont jetés à la poubelle. De toute façon, Macron ne recourra pas au référendum, il sait qu'il le perdrait. Donc il ne faut pas compter sur ça comme issue de secours. Mais Nicolas Dupont-Aignan a raison d'en parler. C'est là qu'on voit qu'effectivement, Macron n'est pas un gaulien ou un gaulliste, mais il est un autocrate. Absolument. Alors, ce qui est dommage, en tout cas, c'est que la France insoumise, encore une fois, et le Rassemblement national, encore une fois, ne signent pas ce projet. Eux aussi, je pense notamment au Rassemblement national, dont on pourrait penser qu'il est plus proche de Nicolas Dupont-Aignan. Il pourrait se saisir de cette occasion pour essayer de pousser cette initiative, mais il n'en est rien. Et vous avez raison, on sent la tambouille politicienne derrière ça. Et malheureusement, ce ne sont pas les bonnes idées qui sont encouragées. Alors, dans un instant... Deux mots, Stéphane, si vous permettez. Bien sûr. Je pense que vous avez tellement raison que la stratégie de Marine Le Pen aujourd'hui n'est pas de défendre la France et les Français, mais de parvenir au pouvoir. Et qu'il n'y a plus que ça qui l'intéresse, c'est-à-dire la stratégie politique de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, ou elle-même comme personne, ou le passage de témoin Jordan Bardella, tout ça obéit à une espèce de normalisation maximale pour être le Chirac des années 70, arriver au pouvoir et devenir le Chirac des années 90, et nous a déjà dit qu'elle ne toucherait pas à Schengen, à l'euro, à l'Europe, etc. Donc Marine Le Pen, c'est rien du tout, quoi. C'était le RPR des années 70, et je pense que, pas plus que les autres, elle n'a le désir de la France ou l'envie de la France. Quant à Mélenchon, n'en parlons pas, il a tout dit, le contraire de tout, il a défendu pendant 25 ans Maastricht, et quand il a dit si je perds les élections, j'arrête la politique, il a perdu les élections, son premier travail a été de nous dire élisez-moi Premier ministre. Donc on voit bien que ces gens n'ont pas le souci de la France et des Français, qu'ils se servent des Français mais qu'ils ne servent pas les Français. Merci Michel de cette conclusion sur ce sujet de la réforme des retraites. Dans un instant, on va parler d'une information qui n'a pas fait grand bruit depuis 40 jours et qui mériterait beaucoup plus d'attention de la part des médias. On va parler de ce qui se passe au Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan organise l'isolement et la privation de ravitaillement pour 120 000 Arméniens qui y vivent. Nous aurons un témoin qui revient du Haut-Karabakh qui va tout nous raconter. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, une heure où on revient ensemble sur les informations principales de la semaine, mais pas seulement. Tenez, on revient sur une autre information qui fait trop peu parler d'elle. Depuis plus d'un mois, la seule route qui mène d'Arménie au Haut-Karabakh, où vivent 130 000 Arméniens, est fermée. Bloqué par l'Azerbaïdjan. La dictature bloque la route qui est appelée le corridor de Latchine et cette dictature a envoyé un commando bloquer cette route. Le territoire autonome est donc coupé de tout, privé d'alimentation, de soins. Il y a 120 000 Arméniens privés de tout, dont 30 000 enfants, ce n'est pas rien. Et alors, je suis en duplex avec Taline Korsian, qui rentre du corridor de Latchine. Bonjour Taline. Oui, voilà. Contrairement à l'annonce faite tout à l'heure, je ne reviens pas du Haut-Karabakh puisque j'étais bloquée sur le corridor de Latchine entre deux postes, le premier poste arménien et le premier poste russe. Plus personne ne peut entrer dans le Haut-Karabakh, même si avec Gilles Bader, nous y sommes parfois parvenus. Cette fois, ce fut impossible. Alors, qu'est-ce que vous avez vu sur place pour qu'on comprenne les choses ?
Eh bien, comme vous l'avez dit, depuis le 12 décembre 2022, donc ça va faire 41 jours, de prétendus activistes écologistes bloquent l'unique route qui relie l'Arménie et le Haut-Karabakh, et donc le Haut-Karabakh, l'Artsakh, au reste du monde. Cette route, elle devait théoriquement être sous le contrôle russe, mais visiblement, la Russie a laissé le blocus s'opérer. Ouais. Pardonnez-moi, Taline, pour qu'on comprenne bien, c'est un prétexte grotesque qui sert à ce commando d'Azerbaïdjanais pour faire ce blocus. Ce commando a décidé que les émissions en CO2 d'une mine d'or qui est à proximité et qui est là surtout depuis des décennies, dérangeraient. Et donc ce groupuscule soi-disant écologiste, mais on voit des gens avec des manteaux de fourrure, enfin c'est assez grotesque, eh bien ils ont donc décidé de barrer la route, quoi. Tout à fait. Donc, il prétexte des dommages environnementaux qui seraient causés par l'exploitation minière en Artsakh. Mais ça peut faire rire parce que quand on connaît les désastres environnementaux qui sont provoqués par l'exploitation d'hydrocarbures en Azerbaïdjan et la répression que subissent les véritables activistes, puisque je rappelle que c'est une dictature alors que l'Arménie, comme la province autodéterminée du Haut-Karabakh, sont les derniers îlots de démocratie dans cette région. Donc, il est absolument impossible que ce soit un mouvement d'activistes. Et d'ailleurs, depuis le 9 janvier, Bakou a fait tomber le masque et ces fameux activistes ont été relayés par des fonctionnaires et désormais, ce sont même des militaires. Donc, alors juste, voilà. Donc, ce blocus entraîne des choses absolument indignes, évidemment, puisque il n'y a plus rien dans les supermarchés, ou très peu. Il y a une espèce d'auto-alimentation qui provient de l'agriculture locale, mais il y a de moins en moins de produits donc dans les commerces, il y a de moins en moins de médicaments dans les pharmacies, évidemment, pour ne pas dire qu'il n'y a plus rien, et il y a énormément d'enfants qui souffrent en ce moment. Alors, tout à fait. D'abord, il faut savoir que le Haut-Karabakh a perdu 75% de sa surface lors de la guerre des 44 jours, ce qui fait que tout ce qui pouvait être exploité sur le plan agricole ne l'est presque plus. D'autre part, Karabakh, ça veut dire jardin noir. Et c'est comme ça qu'on a appelé le livre qu'on a écrit avec Gilles Bader, Jardin noir des résistances. C'est-à-dire qu'on raconte que le bon Dieu aurait créé la terre en 6 jours et que le 7e jour, il aurait jeté des cailloux noirs sur cette terre. Autrement dit, tôt ou tard, l'agriculture va se heurter à un roc. Donc, effectivement, dorénavant, les magasins sont vides. Il y a des rationnements. Il n'y a plus d'huile, plus de sel. L'Azerbaïdjan pratique des coupures de gaz et d'électricité. Je rappelle que ce sont des températures sibériques. Dans les premiers jours du blocus, une personne est morte parce qu'elle n'a pas pu être évacuée. Elle avait besoin de soins, d'une dialyse qui n'était pas possible à l'hôpital de Stepanakert. Et puis, un hôpital sans électricité ne peut pas faire grand-chose non plus. Il y a eu 13 personnes en réanimation, puis 16, dont un bébé qui avait 4 mois au début du blocus et qui en a 5 aujourd'hui. La situation est critique. On a vu à Goris une institutrice qui avait emmené ses élèves en sortie scolaire. Donc, eux vivaient à Stepanakert, dans le Haut-Karabakh, et puis ils avaient pris le corridor le 12 décembre et ils ne pouvaient pas rentrer, pour aller en Arménie. Et donc, ils sont restés bloqués. Donc, imaginez, elle, avec ses 16 élèves, ses propres enfants de l'autre côté, les parents des enfants de l'autre côté du corridor. Ça fait 41 jours qui sont hébergés dans une... alors, ils ont de la chance, ils sont hébergés dans un hôtel charmant, mais c'est devenu un lieu de confinement parfaitement aliénant. Et ils sont extrêmement angoissés. Et puis tout le monde sait que ça ne va pas s'arrêter là.
Michel, c'est déchirant, moi, ça me flingue vraiment d'entendre ça. Vous êtes allé, vous aussi, en Artsakh, au Karabakh, vous savez ce qui se joue là-bas, c'est devenu une prison à ciel ouvert, Michel. Oui, alors il y a deux guerres aujourd'hui. Il y a une guerre en Ukraine et il y a une guerre en Arménie. Celle d'Ukraine mobilise la totalité des médias français. Il y a une idéologie maastrichtienne qui est extrêmement puissante sur ce sujet-là. On fournit des armes, on est co-belligérant, contrairement à ce qu'on dit. La France est engagée aux côtés de Zelensky, dont je rappelle qu'il était un oligarque qui a caché pas mal d'argent dans des paradis fiscaux avant que la Russie ne l'attaque. Je rappelle que cette guerre existe depuis des années, et depuis que les médias ont compris qu'il y avait une guerre, on estime qu'elle a été déclenchée, mais cette guerre entre la Russie et l'Ukraine existe depuis des années. Mais c'est une guerre européenne, puisque finalement c'est la guerre entre les États-Unis et la Russie qui prend l'Ukraine en otage, et là pour le coup, effectivement, il faut qu'on prenne parti pour les États-Unis, puisque l'Europe, elle a été fabriquée pour ça. Mais la pauvre petite Arménie, elle peut bien mourir, parce que finalement, ça ne nous regarde pas. C'est une autre civilisation. Il ne s'agit pas de choisir entre les États-Unis et la Russie. Il s'agit de choisir entre l'Occident chrétien et l'islam. Et on sait très bien que notre Europe maastrichtienne a choisi de détruire l'Occident chrétien et a choisi de soutenir l'islam dans ce travail. Il s'agit de demander à l'islam de faire le travail de nettoyage de l'Occident chrétien. Et c'est ce qui se passe en Arménie. C'est-à-dire que c'est un laboratoire. Je ne suis pas un BHL, moi, qui court les fronts de la planète pour m'y faire photographier avec une chemise blanche ouverte. Et on nous avait reproché à l'époque, quand on y est allé, Stéphane et moi, des amis de Front Populaire, de faire notre BHL sur ce lieu-là. J'y suis allé avec toi, mon cher Stéphane, parce que nous savons que c'est un combat de civilisation. Nous savons que ce qui se joue là-bas, c'est notre avenir, c'est l'avenir de l'Europe chrétienne, de l'Europe judéo-chrétienne. L'Arménie est un vieux pays chrétien. C'est un pays qui est en train de se faire détruire par les Turcs et par les Azéris. On sait très bien qu'il s'agit de détruire la civilisation chrétienne là-bas, que c'est la guerre des religions entre l'islam et le christianisme qui se continue là-bas. Et alors là, on ne va pas y toucher. On va laisser les musulmans faire leur travail, on va détruire l'Arménie qui compte pour rien et qui pèse rien du tout, et on ferme les yeux parce que finalement, il n'est pas question de se mettre à dos la Turquie ou éventuellement l'Arabie Saoudite ou éventuellement l'Iran. Donc on voit bien la lâcheté française et tout ce que tu signales, c'est-à-dire effectivement cette souffrance arménienne, elle est un produit de la volonté de l'Europe maastrichtienne. Alors, je suis désolée, monsieur Onfray, malgré tout le respect et la considération que j'ai pour certains de vos travaux, je ne rejoins pas votre grille de lecture. C'est un conflit territorial, c'est un conflit ethnique. Ça n'est pas tout à fait une guerre de civilisation. Et s'il faut sauver les Arméniens, ce n'est pas parce que ce sont des chrétiens, mais c'est parce que ce sont des hommes. De même qu'il faut sauver les Kurdes, de même qu'il faut sauver les Yézidis, de même qu'il faut sauver les Azas, de même qu'il faut sauver les Grecs pontiques. Les Assyriens, les Chaldéens, et je pense que c'est l'ultranationalisme turc et pan-turc qui lui est redoutable, effectivement, qui est ciblé par les mercenaires djihadistes syriens, pakistanais et bien d'autres encore. Tout ça n'est pas contradictoire, pardonnez-moi, hein, ce pan-turquisme, il se fait sur un fond de choc des civilisations, malheureusement. Et il y a évidemment des conflits territoriaux, mais ça se double d'un conflit religieux. Je voudrais juste quand même, pardonnez-moi, je voudrais juste quand même demander à Bertrand Guyot un petit point, parce que l'Europe considère l'Azerbaïdjan, ce pays qui se livre à ces exactions en ce moment, comme un partenaire fiable, n'est-ce pas, Bertrand? On achète du gaz azerbaïdjanais plutôt que du gaz russe désormais. Et on en achète de plus en plus. Les exportations de gaz donc d'Azerbaïdjan vers l'Europe ont augmenté de 30% depuis l'invasion en Ukraine. Et l'UE donc veut doubler les importations en provenance de l'Azerbaïdjan d'ici 5 ans. Alors, je vais juste rappeler très rapidement... Et ce qui est tragique, c'est qu'il est vraisemblable que ce gaz soit le gaz russe blanchi en Azerbaïdjan, puisque la production d'Azerbaïdjan n'a fait que diminuer ces 20 dernières années. Bertrand. Je veux juste rappeler le mot d'Ursula von Leyen, qui a conclu l'accord avec l'Azerbaïdjan. L'UE veut se tourner vers des fournisseurs
plus fiable et digne de confiance. Et ben voilà ce que c'est qu'un partenaire digne de confiance. C'est un partenaire qui affame des 120 000 personnes en ce moment au Haut-Karabakh. Alors, demain, ne ratez pas l'émission spéciale En toute vérité d'Alexandre Devecchio qui va revenir avec Jean-Christophe Buisson sur ce thème, cette guerre oubliée en Arménie et au Karabakh. Je voudrais vous remercier, surtout Michel, évidemment, Taline, évidemment, pour son témoignage, Bertrand Guyot, je vous remercie tous les trois. Je vous donne rendez-vous sur tous nos environnements digitaux, ceux de Sud Radio ainsi que ceux de frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour 1 heure, l'heure libre. Et tout de suite sur Sud Radio, on parle auto. On parle auto avec Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault et on est en direct de Lens en Vercors pour suivre les e-trophées Andros. Merci à tous. À bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud